le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Raphaëlle de Foucauld. Raphaëlle est thérapeute, auteure, praticienne en psychologie positive, sexothérapeute et synergologue. Elle déploie le concept 2 minutes de bonheur et développe des outils simples et concrets pour prendre le temps d'être heureux et faire le plein de positif. Les jeux de conversation 2 minutes de bonheur, le podcast Bulle de bonheur, les coffrets d'accompagnement, un temps pour sont des coups de pouce reconnus pour mieux communiquer et renforcer les liens humains. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Raphaëlle. Bonsoir Julien. Ça va bien depuis 5 minutes ? Oui, très bien, très très bien. Je suis très contente d'être là. C'est tellement sympa de pouvoir parler un peu de bonheur. C'est un sujet que j'aime particulièrement. Et j'aime bien ton mot de galaxie parce que toi, c'est la galaxie et moi, c'est l'univers de 2 minutes de bonheur. Donc, quand un univers rencontre une galaxie, il se passe plein de choses intéressantes. C'est sympa, vraiment. D'ailleurs, oui, pour la petite histoire, en fait, on est rentré en contact dans le cadre de nos podcasts respectifs pour faire un peu un échange quelque part, qu'on soit présent sur le tien, que toi tu sois présent sur le nôtre. Et puis là, on avait décidé d'aller plus loin dans cet échange, dans notre, j'allais dire partenariat, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais on va dire partenariat. Ouais, ça me va bien, ça me va bien. Et on voulait faire une interview croisée. Donc toi, tu m'as interviewé il y a quelques semaines aussi sur ton podcast. Et ce soir, du coup, c'est à ton tour. Je vais te laisser te présenter, Raphaëlle, pour les gens qui te connaissent pas, qu'on comprenne qui tu es. Qu'est-ce qui t'a amené à créer du coup cet univers autour du bonheur ? Autour du bonheur, ouais. Donc je suis Raphaëlle de Foucauld. En fait, je suis thérapeute et praticienne en psychologie positive et du coup, j'accompagne des personnes qui vivent des difficultés, des problèmes de communication. En général, les gens viennent me voir pour ça. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, tous ces problèmes de communication, ça revenait. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne trouverais pas une solution pour aider les personnes à mieux communiquer plus facilement ? Et puis, j'ai fait un deuxième constat, c'est que en fait, on est happé dans notre quotidien souvent par le boulot, la famille, les enfants, tout ce qu'il y a à faire. Et finalement, on oublie de prendre des temps de qualité avec ceux qu'on aime. Alors ça, c'était mon deuxième constat. Puis j'en ai fait un troisième après. En fait, j'étais même bouleversée par une étude que j'ai lue qui a été faite à Boston, à Harvard, sur le bonheur. Enfin, j'imagine, Julien, que tu la connais. Sur ce personne. Oui, exactement. J'imagine que tu dois en parler toi aussi souvent. Si nos auditeurs là ne la connaissent pas, je vais la dire assez rapidement. Donc, il y a à peu près 75 ans maintenant, à Boston, ils ont pris un groupe test qui sortait d'Harvard et un autre des faubourgs défavorisés de Boston. Puis c'est marrant, c'est une ville dans laquelle j'ai habité pendant 3 ans, donc ça me tenait bien à cœur. Et puis ils les ont observés tous les ans et ils leur ont, mais pas seulement posé des questions à propos de leur niveau de bonheur, mais également leur niveau de santé. Ils avaient check médical, etc. Enfin, comme savent le faire les Américains, on faisait ça format XXL. Et là-dessus, au bout de 65 ans, ils les ont interrogés. En plus, dans le pool, ils avaient rajouté les femmes, les enfants, etc. Et puis, au bout de 65 ans, ils ont arrêté l'étude et ils ont analysé toutes les données qu'ils avaient prises. Et en fait, ils se sont rendus compte que les gens les plus heureux, c'était des personnes qui étaient en lien avec leur entourage. Et là, vraiment, cette étude m'a vraiment percutée en me disant, j'entends des personnes qui ont des problèmes de communication, donc comment les aider à mieux communiquer. Je vois bien que, en fait, les gens, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de pas communiquer, mais en fait, ils perdent les connexions entre eux. Et comment les reconnecter ? Et puis, en sachant que scientifiquement, c'est largement prouvé, les gens heureux sont des gens qui sont en lien avec leur entourage. Donc, c'est comme ça que j'ai créé des jeux de conversation qui s'appellent les jeux 2 minutes de bonheur, qui permettent de pouvoir partager et échanger et vivre des moments de qualité. Alors, moi, je te propose un truc, Julien. Je vais tirer une carte, 2 minutes de bonheur ensemble. Et puis, on va répondre chacun à la question, parce qu'en fait, c'est hyper simple.
Trop bien. Alors, hop là, j'en prends une au pif. Alors, je raconte une anecdote qui me fait encore rire. Qu'est-ce que tu répondrais? En fait, j'ai une anecdote qui me vient à l'esprit, mais c'est tellement privé. C'est avec ma chérie. Donc non. Qui me fait encore rire. Ah, il n'y a rien qui me vient là. T'as rien qui te vient? Non. Alors, écoute, moi, je vais en raconter une. Bah, en plus, ça, je t'en ai parlé tout à l'heure parce que c'est un peu une anecdote. J'ai très peur de me baigner dans l'eau froide. J'ai horreur de ça. Donc, plus les années passent, moi, j'arrive à me baigner. Même si l'eau est à 22, 23 degrés, je mets 3 heures pour me baigner et me mettre dans l'eau. Et du coup, je me suis dit que il fallait que si je continuais comme ça, je me baignerais plus. Donc, c'est trop dommage. Et tout le monde m'a dit, mais Raphaël, ce n'est que du mental, faut que tu y ailles, etc. Et en fait, j'ai expérimenté ça ce week-end. Donc, je suis hyper fière de moi et ça me fait vraiment rire parce que j'y suis arrivée. Tout le monde dans ma famille était juste ébahi. Non, mais Raphaël, tu t'es baigné? Oui, je me suis baignée le 15 octobre. Bon, la mer était quand même à 21, donc quand même encore assez chaude. Mais pour moi, c'est un véritable exploit. Et du coup, ça fait rire tout le monde. Et moi, la première, en me disant, finalement, faire un peu la méthode queer en me disant, c'est que du mental, c'est que du mental. La mer est chaude, la mer est chaude. J'y suis arrivée et du coup, je suis hyper fière et vraiment, ça me fait bien rire. Bah oui, bah tu peux être fier, hein, c'est clair. Hein. Et puis comme tu le dis, c'est sûr que c'est vraiment uniquement, mais que du mental. Hein. D'ailleurs, il y a une technique, je ne sais pas si tu la connais, mais pour ne pas ressentir le froid, alors le plus compliqué, entre guillemets, c'est d'abord de rentrer dans l'eau. Mais une fois que tu es dans l'eau, en fait, la technique, c'est de ne plus bouger, de rester immobile. Ah oui? Et ouais, c'est une vraie technique qui sont utilisées par des gars qui sont spécialisés là-dedans, tu sais, qui peuvent rester, je sais pas, genre 24 heures comme ça dans une eau très glacée. Et en fait, effectivement, moi, je l'ai déjà essayé à plusieurs reprises dans des rivières et autres. Donc, il faut quand même, dans l'idéal, que ce soit de l'eau stagnante. Si l'eau est en mouvement, du coup, c'est un peu comme si toi, tu bougeais. Mais c'est très étonnant, quand tu ne bouges plus, vraiment, tu ne sens, j'allais pas dire pas du tout, quoi, mais quasiment pas l'eau froide. Par contre, dès que tu commences à bouger un petit doigt, un pied, etc., là, tu commences à ressentir effectivement qu'elle est très, très froide. Je t'invite un jour à essayer, tu verras. Je viendrai te raconter. Donc voilà, donc ce jeu-là, c'est un jeu un peu intergénérationnel, donc jeu de conversation, on pioche une carte et chacun répond à la question. Donc ça, c'est le violet. Je suis quelqu'un d'assez coloré, donc en fait, toutes les boîtes de jeux sont toutes pleines de couleurs. Le orange, il est pour les couples, donc 2 minutes de bonheur en couple. Et puis, tu en as un pour la famille, toutes celles qui habitent sous le même toit, 2 minutes de bonheur en famille. Et puis un autre pour les femmes. Donc en fait, toujours le même principe, on tire une carte et chacun répond à la question, c'est ça qui est important. Donc en fait, pour écrire ces cartes, je me suis référée à toutes les études qui ont été faites sur le bonheur et en fait, j'ai travaillé, j'ai écrit chacune des cartes pour faire véritablement émerger que des émotions positives. Donc en fait, parce que c'est ces émotions positives qui vont justement créer ce lien, qui vont rapprocher en fait les personnes parce qu'on va avoir donc des souvenirs en commun puis des souvenirs positifs. Donc ça, ces jeux-là, j'en ai vendu 100 000 aujourd'hui. Donc il commence à y en avoir un petit nombre de personnes qui en ont chez eux. Mais il faut continuer parce que franchement, ça fait tellement d'heureux. Donc ça, c'est génial. Puis il y a le podcast, donc Bulle de Bonheur, celui qui nous a permis de nous rencontrer, Julien. Donc Bulle de Bonheur, en fait, c'est des petites chroniques à peu près d'une vingtaine de minutes où je parle d'un tracas du quotidien et je propose un changement de regard et pareil, un changement de regard positif. En fait, c'est vraiment l'idée, c'est face aux difficultés, souvent, notre cerveau est fait de telle manière qu'on reproduit ce qu'on sait déjà et ce qu'on a déjà fait. Parce que quelque part, notre cerveau, il est un peu flemmard, pourrions-nous dire. Donc, oui, c'est clair. Il aime bien refaire ce qu'il sait déjà faire. Et pourquoi pas, quand ces choses-là ne nous vont plus ou ne nous plaisent plus, pourquoi pas essayer de faire un peu autrement et de faire un petit pas de côté pour justement regarder les choses autrement. Et c'est ce que je regarde, donc à l'aune d'études ou d'outils qui permettent de faire ce changement de regard. Ok. Et puis récemment, j'ai sorti des coffrets parce que je me dis que j'avais envie d'aller plus loin et puis de partager en fait toutes les études sur lesquelles j'ai travaillé, tous les outils que j'utilise dans mes accompagnements pour les partager au plus grand nombre. Et du coup, j'ai eu envie de travailler autour des transitions de vie. Parce qu'il y a plein de moments dans la vie où on est un petit peu déstabilisé, où finalement,
on a des nouvelles cartes en main et les nouvelles qu'on a, on les connaît pas bien, on regrette un petit peu celles qu'on avait avant et puis celles qu'on a, on n'est pas forcément très à l'aise. Alors ces changements de vie, c'est le fait de se mettre en couple, c'est aussi le passage à la retraite, c'est le postpartum. Donc ça, c'est les 3 premiers thèmes que j'ai travaillés. Et du coup, ce sont des beaux coffrets qui sont comme ça, avec des livrets à l'intérieur. Et donc, c'est très interactif. L'idée, c'est de pouvoir travailler, pareil, des thématiques, et je les aborde sous 15 angles différents. Donc, un angle à la fois scientifique, un angle aussi de témoignages, d'experts. Il y a des outils, des citations, et puis et des petits pas pour pouvoir... parce que, ayant habité longtemps en Amérique du Nord, j'ai ce côté très pragmatique où, en fait, pour bouger et pour changer, il faut juste passer à l'action. Oui. Mais c'est tellement ce qui nous manque, moi, je trouve, dans notre société, en France, surtout. Je trouve qu'on a beaucoup de mal à passer à l'action. On passe, tu citais les pays anglo-saxons, je pense au Canada, à l'Angleterre, aux États-Unis, bien évidemment. Là, pour le coup, on passe quand même beaucoup plus facilement à l'action, en tout cas de l'idée à l'action. C'est vrai que nous, culturellement, en France, c'est pas trop le cas, quoi. Alors, avec des choses merveilleuses, parce qu'il y a cette capacité que on a, nous, Français, à jongler avec les concepts, de pouvoir y réfléchir. Du coup, on a souvent des idées géniales. Donc ça, je trouve que c'est fantastique. Et à côté de ça, tu vois, ce que j'ai beaucoup appris en étant en Amérique du Nord, c'est ce rapport aussi à l'échec qui est aujourd'hui un peu complexe et malheureusement, et qu'en fait, un échec n'est rien de plus qu'une expérience. Donc, je cite souvent l'exemple de l'enfant qui se met à marcher. On dit en général qu'il tombe à peu près 1200 fois avant de marcher, un enfant. Et est-ce que son parent lui dit « Oh ben non, mais t'es trop nul, hein. Je sais pas ce que tu deviendras dans la vie, mais là, vraiment, à tomber, là, tu marcheras sans doute jamais. » Pas du tout. On est là pour l'encourager. T'es tombé, c'est pas grave. T'inquiète pas, relève-toi. Tu vas repartir, tu vas redémarrer. Et ça, je trouve ça juste génial. Et pourquoi est-ce que, quand on est plus tard, pourquoi est-ce qu'on regarde en fait toutes ces expériences, telles que j'ai envie de les appeler, qui sont pas forcément réussies, mais c'est souvent elles qui nous font grandir, parce que elles nous ont montré des écueils, elles nous ont montré des difficultés, et c'est ça qui nous permet de pouvoir avancer et grandir aussi. Oui, puis ça montre aussi qu'on a vraiment de la volonté. Moi, j'ai plus les chiffres en tête, mais le nombre de fois où justement on s'est relevé pour essayer de bien marcher, on a essayé différemment. Enfin, ça montre une volonté qui est incroyable en réalité de l'être humain. Donc oui, alors ça c'est quelque chose que j'ai entendu aussi plusieurs fois, et on le cite d'ailleurs dans un des films que j'ai réalisé. Il y a quelqu'un qui parle de ça et qui dit effectivement, oui, à force de tomber, on s'est toujours relevé pour essayer de bien marcher. Donc, si on pouvait essayer de garder en fait cette énergie qu'on a naturellement pour beaucoup de choses dans notre vie, ça serait forcément très utile pour beaucoup d'entre nous. Mais après, le conditionnement de la société nous fait un peu perdre cette énergie, quoi. Exactement. Donc voilà, c'est voilà tout cet univers en fait de 2 minutes de bonheur où véritablement c'est comment la baseline de l'entreprise, c'est prendre le temps d'être heureux. C'est comment prendre ce temps-là pour s'arrêter et pour aller savourer ces petits plaisirs du quotidien, parce qu'on en a tous, même dans nos quotidiens parfois âpres, difficiles. Il y a forcément dans sa journée des petits moments de bonheur qui sont bons à aller saisir. Bah oui, tu nous montrais les 3 jeux de cartes là que tu as. Tout tourne autour de la communication, si j'ai bien compris. Oui. Ouais. Tu nous as montré une boîte de jeux de la communication pour les couples. Oui. Ouais. Ça consiste en quoi, précisément? Exactement la même chose. En fait, on pose des questions et puis, je travaille à chaque fois sur des pans différents. Le couple, en fait, je suis partie d'une étude qui a été faite par des Américains aussi, qui s'appelle un couple, les Gottman. Et pendant 40 ans, ils ont observé des couples. Et puis, ils se sont rendus compte que les couples heureux, ils avaient des tendances. Et donc, ils ont écrit un bouquin qui s'appelle Le secret des couples heureux. Et du coup, qui a été vraiment très fondateur aussi dans mon accompagnement en tant que thérapeute. Et de ce fait-là, ils expliquent que justement, les couples heureux passent en moyenne 5 heures de plus par semaine que les autres. Et simplement par des petits moments du quotidien. Le matin, au réveil, se dire « Salut, comment tu vas ? Raconte-moi, c'est quoi ton programme de la journée ?» Paf, on gagne 4-5 minutes. Le soir, quand on rentre, combien de fois en accueillant des couples, je les entends dire « De toute façon, le seul qui m'accueille dans la maison, c'est le chien. »
Et bah, c'est quelque part un peu dommage si on a une compagne ou un compagnon de pas être là. Waouh, je suis trop contente de te voir. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? Ça, ce sont des moments de connexion, justement. Ok. C'est aussi savoir passer des soirées ensemble à discuter de son couple, parce qu'on oublie de temps en temps d'en parler de son couple, de se rappeler de ses bons souvenirs. On sait se rappeler des moments de galère, mais des bons souvenirs, je trouve que c'est hyper important. D'un super voyage qu'on a passé à deux, d'un moment de tendresse qu'on a pu avoir ensemble. Savoir aussi, donc ça c'est un des pans que je travaille, un autre pan c'est le travailler l'aujourd'hui. Moi, quelles sont toutes ces émotions que je ressens aujourd'hui, comment est-ce que je les vis, quelles sont mes aspirations. Et puis après ça, une autre chose qui est très importante dans un couple, c'est travailler les projets. Un couple a besoin de projets, a des projets à court terme, à moyen terme, à long terme. Très souvent, je dis, mais tiens, allez, vous venez de vous mettre ensemble à la retraite, comment vous vous imaginez? Et là, ça donne une perspective à long terme. Et ce sont des choses qui sont importantes. Enfin, ça a été aussi la visualisation positive est quelque chose de profondément important, quelque chose de presque qui souvent peut se révéler exact parce qu'on visualise des choses positives. Donc, on axe ses choix en fonction de cette visualisation positive. Et ça, je trouve que c'est important. Mais ça, la communication globale hein, dans notre société, hein, interpersonnelle, sociale, etc., en couple, c'est un gros challenge. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis de nombreuses années. Je me considère pas du tout comme un bon communicant. Parce que je vois en fait toutes les subtilités. Par contre, je m'intéresse beaucoup à la psychologie et je vois en fait toutes les subtilités. Je m'analyse aussi beaucoup et je me rends compte que même si tu vois, moi j'ai cette chance d'avoir commencé à l'âge de 10 ans, tu vois, à m'intéresser à moi, à être sur un cheminement de développement personnel, de connaissance de soi. Et ben même quand tu baignes là-dedans, que t'es dans cette démarche, prends soin de moi régulièrement, etc. Je vois en fait toute la subtilité de la complexité de la bonne et juste communication. Parce que, dès que tu rentres en communication, il y a forcément une autre personne ou plusieurs personnes. Et là, donc, t'es lié, en fait, à tout l'historique de la personne, comment elle s'occupe d'elle, etc., etc. Et donc, du coup, ça devient... dans l'idéal, moi, c'est aussi pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans le bonheur et dans la connaissance de soi. Dans l'idéal, il faudrait vraiment amener les individus à se connaître le plus tôt possible. Donc, par exemple, sur les bancs de l'école, tu vois, à la maison, au foyer, etc., parce que ça ferait de nous des individus beaucoup plus connectés, cohérents avec nos valeurs et se connaissant profondément. Donc, point de liaison, on se mettrait peut-être en couple de manière très différente qu'à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Et à côté de ça, le couple est un bon révélateur de soi-même aussi. C'est ça que je trouve intéressant. Et quand les couples viennent me voir et qu'ils me disent ça va pas, on n'arrête pas de se disputer, on n'est pas d'accord, je leur dis bienvenue chez les couples normaux. Si vous étiez des clones, ça serait pas possible. On a très envie de temps en temps que l'autre soit un clone. En fait, on est dans cette espèce d'envie que l'autre soit absolument toujours complètement d'accord avec moi. On rêve de ça, mais ce sont des croyances, tout ça. La réalité, elle n'est pas là. Et les moments de tension, je dirais, c'est comme des expériences. C'est comme je fais le parallèle par rapport à l'échec dont on parlait tout à l'heure. La tension est quelque chose une tension dans un couple, un conflit dans un couple, est quelque chose de très positif. Bon, évidemment, si on est là pour se taper dessus, et s'il y a de la violence, bien sûr que non. Mais maintenant, c'est un révélateur de la personne de qui je suis. Et puis, en fait, pour moi, il y a 3 conséquences hyper positives d'une tension. La première, c'est que ça me permet de mieux me connaître, parce que je connais mes propres limites. Ça me permet de connaître les limites de l'autre, et en plus, ça va faire grandir notre relation. Donc, je ne vais pas dire engueulons-nous, mais osons ne pas être d'accord. Oui, bien évidemment. J'entends des couples qui viennent me voir et qui ne s'engueulent pas, et que du coup, ça va super mal parce qu'ils n'ont jamais osé. Ils avaient trop peur de perdre le lien, justement, en n'étant pas d'accord. Mais désaccord ne veut pas dire désamour. Donc, on peut ne pas être d'accord, mais c'est pas pour ça qu'on ne s'aime pas. Et oser dire ça me convient ou ça ne me convient pas, c'est hyper important parce que c'est dans tous les pans. Alors si je suis sur le focus du couple, il y a dans la relation du quotidien, mais c'est aussi vrai dans la sexualité. Et ça, j'en entends des couples qui
qui vivent ensemble et il y en a un des deux partenaires qui ne fait pas ce qui lui plaît ou qui fait des choses qu'il n'aimerait pas faire et qui les fait quand même parce qu'il a peur de perdre la relation. Et là, il y a quelque chose qui est important d'aller ajuster derrière. Important de s'écouter soi-même. D'où là, je reviens à ce que tu disais, l'importance de se connaître aussi soi-même, mais c'est en étant en lien avec les autres aussi qu'on apprend à se connaître. Oui, ça contribue. Absolument. Le jeu est un merveilleux vecteur de connaissance de soi et de l'autre. Ouais. Faire jouer des enfants, on voit bien entre celui qui veut absolument gagner, celui pour lequel ça lui est égal. On est obligé de composer, de discuter, de négocier. Et ça, c'est hyper intéressant. Oui, je suis d'accord. Et puis d'accepter aussi le fait que on n'est pas forcément obligé d'être d'accord sur tout. On peut avoir des points de vue complètement divergents. Et c'est pas grave en soi, en fait, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, quoi. Parce que ça aussi, moi, je le vois autour de moi, hein. C'est comme si on devait être tous d'accord, en fait, d'être sur la même longueur d'onde. Bah non, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord, et tant mieux, c'est comme ça. Exactement. Tout à fait. Et puis, je trouve que dans le couple, il y a des thématiques où il y a, entre guillemets, pas de solution. Il y a 6 thématiques dans lesquelles il n'y a pas de solution. Et du coup, c'est important de trouver un compromis. Je vais prendre un des exemples. Imaginons un couple qui a des enfants, il y en a un des deux qui est très dans l'écoute avec les enfants et l'autre beaucoup plus dans le côté un peu dogmatique de la règle. Et en fait, celui qui est plus dans l'écoute reproche à l'autre d'être trop sévère, on va dire, et celui qui est trop sévère d'être trop coulant. Et alors, mine de rien, en fait, ce qui se passe dans ces couples-là, c'est qu'en fait, au lieu de se rapprocher, ils se séparent. Donc, plus il y en a un qui est sévère, plus l'autre va être coulant, etc. Et finalement, on ne fait que s'éloigner. Alors qu'en fait, au contraire, l'enfant, il a besoin des deux. Et ce que je dis beaucoup à ces couples-là, je dis, si votre enfant, il avait 2 sévères, ça serait un peu compliqué. Et s'il avait 2 personnes trop écoutantes, ça serait aussi compliqué. C'est d'une richesse folle pour l'enfant d'avoir les deux. Bah oui, ça équilibre. Exactement. Sous condition de ne pas tomber non plus dans des extrêmes, comme tu le soulignais en lisant entre les lignes de ce que tu dis, de pas tomber dans les extrêmes, mais ça c'est valable dans tout, dans la vie, bien évidemment. Mais bon, pour moi, c'est clair que la connaissance de soi, c'est un des éléments qui est déterminant dans beaucoup de choses, hein, en réalité, dans notre vie. Moi, j'ai vraiment l'impression que peut-être 70% de la population ne se connaît pas, en fait, passe totalement à côté de qui elle est profondément. Et des jeux comme le tien, les actions que nous on mène, et il y a plein d'autres personnes, évidemment, qui se mobilisent aussi pour apporter un regard différent sur la vie, pour apprendre à mieux se connaître. On est vraiment quand même quelques millions sur notre planète à se mobiliser dans ce sens-là. Et plus on sera nombreux, d'ailleurs, mieux on se portera. Parce que, comme je le disais, pour moi, il faudrait, mais j'aime pas le « il faut », que tout part de l'éducation, tu vois, que tout part de l'éducation. Que si on peut ramener ça le plus tôt possible dans notre société, mais quel cadeau on ferait à l'humanité. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est même une certitude. Je trouve que... la bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de se façonner tout au long de sa vie. Donc ça, je trouve que c'est juste fantastique de se dire, et puis même dans la connaissance de soi, on ne sera jamais au bout de la connaissance de soi parce qu'on est façonné par nos expériences, par la vie, par plein de choses, par les autres, ceux qui sont autour de nous. Du coup, on se façonne tout au long de notre vie. Donc ça, je trouve que c'est juste passionnant. Mais maintenant, effectivement, je suis tellement d'accord avec toi de laisser de la place aux enfants aussi, aux enfants d'expérimenter. Tu vois, je vois beaucoup de parents qui sont alors moi je les appelle un peu les parents hélicoptères, tu sais, ils sont au-dessus de leurs enfants à toujours regarder ce qu'ils font avec ces grandes pales qui tournent et qui font une espèce d'ambiance un peu aseptisée. Mais j'ai laissé vos enfants expérimenter, aller monter sur un toboggan tout seul, pas obligé de lui donner la main. Aller être dans un jeu, de pas y arriver, c'est une bonne chose parce que du coup c'est là où l'enfant va développer en fait sa créativité pour trouver d'autres solutions, pour aller ouvrir la boîte. J'adore observer les enfants et de regarder les enfants quand ils se rendent compte que pour ouvrir il faut tourner. Et alors au départ ils essayent, ils n'y arrivent pas. Mais si on le fait à leur place, mais quel dommage. C'est clair. Et ils peuvent. Alors, on peut leur montrer une fois. Alors là, je suis très proche moi de tout ce qui se passe au niveau de Montessori. J'aime beaucoup justement cette possibilité aux enfants de chacun évoluer à son rythme et surtout de devenir le plus en plus autonome. Et ça, je trouve que c'est hyper important.
C'est clair. Bah, l'expérience, hein, on le mesure nous aussi en tant qu'adulte. Hein. Si on prend un peu de recul, on voit bien qu'on apprend mais 100 fois plus en vivant des expériences. Tu retiens beaucoup plus en la vivant plutôt qu'en étant de manière intellectuelle, quoi, en lisant ou en écoutant quelqu'un. Ah oui, ça c'est une évidence, quoi. Ce soir, on parle de bonheur. Et je sais pas si tu le sais, mais dans le film que j'ai réalisé, là, C'est quoi le bonheur pour vous? J'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays pendant 4 ans et je leur ai posé la question, c'est quoi le bonheur pour vous? Du coup, j'ai envie de te poser la question. C'est quoi le bonheur pour toi? Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Alors, pour moi, le bonheur, c'est une immense palette de couleurs. C'est un jour c'est bleu, un jour c'est vert, un jour c'est jaune. Alors, c'est jamais noir, par contre. Le noir n'est pas une couleur, j'aime pas trop le noir. Et du coup, il n'est pas du tout dans ma palette. Mais par contre, je trouve que dans le bonheur, c'est plein de subtilités. Tu as des roses clairs, des roses foncées, des roses fuchsia. Tu as des verts tendres, des verts amandes, toutes sortes de verts, toutes sortes de bleus, toutes sortes de jaunes. Et pour moi, le bonheur, il est protéiforme. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans le bonheur, et que si tout ce que je fais, mon univers qui s'appelle 2 minutes de bonheur, si justement je l'appelais 2 minutes de bonheur, c'est parce que en fait tout le temps on vit des petites minutes de bonheur tous les jours, et c'est à nous d'aller les chercher. Le bonheur, il fait pas trop de bruit, mais par contre il n'attend qu'une chose, c'est qu'on aille le chercher. Est-ce que tu penses que ta définition elle changerait si je te reposais la question dans 15 ans? Oui, possible. Ouais, ok. C'est possible. C'est possible. Peut-être que le bonheur, je le verrai autrement. Aujourd'hui, je le vois comme ça. D'ailleurs, tu vois, dans une des questions, dans un des jeux, il y a justement la question, pour vous, si le bonheur était une couleur, ça serait laquelle? Et du coup, c'est très amusant parce que moi, je l'ai posé plusieurs fois, cette question, parce que quand je suis dans des salons, je pose toujours, enfin, je fais jouer les gens. Donc, et ben, en fait, ça dépend des jours. Il y a des jours, je vais te dire, il est vert, d'autres jours, il est jaune. Et du coup, je pense que je pourrais te dire que dans 15 ans, il est autrement. Alors, dans mes podcasts, je fais un petit peu, enfin, à beaucoup moins grande échelle, je pose toujours un peu les mêmes questions. Donc, je pose toujours les mêmes questions. Et donc, tu t'es prêté à ce jeu-là. Donc, on entendra bientôt ton interview. Et du coup, je pose la question, pour vous, le bonheur, qu'est-ce que c'est? Enfin, la question n'est pas tout à fait formulée pareil. Ouais. Et ce qui me frappe, c'est de voir que les 40 personnes que j'ai interviewées aujourd'hui, j'ai 40 réponses différentes, et ça, je trouve ça juste génial, quoi. Ouais. Juste fantastique de se dire que, en fait, chacun peut avoir sa propre définition du bonheur, et elles sont toutes bonnes. C'est ça qui est génial. Oui. Justement, c'était un peu la transition où je voulais en venir. C'est que à l'époque, moi, j'ai sous-titré le film 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. Parce que au bout de 1500 interviews, en fait, je me disais, je pourrais continuer toute ma vie. En fait, déjà, il y a des personnes intéressantes à chaque coin de rue pour échanger comme ça autour du bonheur. Et que oui, chacun avait quand même une définition assez différente, même si il y avait des ponts et des troncs communs quand même. Mais globalement, chacun avait sa définition. Et moi, ce qui m'a étonné, je sais pas si c'est le cas d'ailleurs, c'est peut-être pas pareil parce que toi, c'est des interviews là que tu fais pour le podcast. Moi, ce que j'ai remarqué à l'époque et ce qui m'a poussé vraiment à continuer, c'est qu'il y avait quand même une personne sur 4 qui me regardait dans les yeux, parce que tu sais, moi, je l'ai chopé dans la rue, dans le train, dans l'avion, on était en face-to-face. Et en fait, alors certains pleuraient tout de suite parce que la définition ne venait pas, donc ils étaient complètement chamboulés. Et d'autres, ils se retrouvaient bêtes, en fait, en disant, franchement, je vois pas du tout ce que c'est, en fait, le bonheur pour moi. Et moi, ça m'a vraiment interloqué à l'époque. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable, même si de manière positive, on peut dire qu'il y a quand même 3 personnes sur 4, tu vois, qui donnent une définition. Mais une personne sur 4 qui ne peut pas spontanément comme ça, qui est bloquée ou qui pleure tellement il y a rien qui vient. Moi, ça m'a vraiment fait réfléchir. Et du coup, j'en étais arrivé à une conclusion, mais qui a pas trop évolué. En fait, je me suis dit que on est peut-être dans une société qui ne permet pas, en fait, de se poser toutes ces questions existentielles et philosophiques. Parce que on voit bien, là, tout va très très vite, tout s'accélère encore plus les années passent et plus ça va vite. C'est ce fameux adage, tu sais, métro boulot dodo, quoi, en gros, quoi. Les gens, ils ont l'impression, en fait, qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir se poser, prendre soin d'eux, etc. Et je dis bien, ils ont l'impression. Parce que c'est possible, sur une journée de 24 heures, tu peux le faire, mais il faut tellement se déconditionner, quoi. C'est quoi ton point de vue autour de tout ça?
Ah oui, je suis complètement en phase avec toi. 2 minutes de bonheur pour prendre le temps d'être heureux, on est bien là. Maintenant, ce que j'entends aussi, c'est des personnes qui, pour eux, le bonheur, c'est une lumière au fond d'un tunnel, au bout d'un tunnel difficile, âpre. Je serai heureux quand je gagnerai plus d'argent, je serai heureux quand les enfants auront grandi, je serai heureux quand j'aurai une plus grande maison, je serai heureux quand j'aurai changé de voiture, je serai heureux quand... Non, le bonheur, c'est comme un espèce de chemin dans lequel on va aller glaner des jolies fleurs qui sont sur le chemin qu'on va... mais c'est pas une lumière au bout d'un tunnel difficile où il va falloir lutter pour avancer. Pas du tout, il y a quelque chose il est là aujourd'hui, il est là maintenant, il est là tout le temps. Et du coup, tu vois, c'est ça que je trouve intéressant. Et s'arrêter, c'est ce que je dis souvent. Tu vois, bon, je vais reprendre l'exemple des couples que j'accompagne. Et bien, on n'a pas le temps pour se voir à deux. Je dis, vous arrivez dans votre emploi du temps à loger un rendez-vous pour votre boss qui vous demande qui veut vous voir. Là, oui, vous le trouvez bien le temps. Là, c'est pareil. Pourquoi ça serait moins important ? C'est clair. Est-ce que prendre le temps d'être heureux, c'est moins important que voir son boss, que d'aller chez le médecin ou d'aller boire un pot avec des copains, même si c'est super, ou de ranger sa maison Vas-y. Où sont mes priorités ? Souvent, tu vois, je dis aux femmes ou aux familles avec des petits-enfants notamment qui ont des rythmes, quand ils sont deux à bosser, ils ont des rythmes exigeants et difficiles. Et je leur dis, de temps en temps, quand vous êtes, alors en Amérique du Nord, quand vous êtes en train de préparer vos lunchbox pour le lendemain matin, ou que vous êtes en train de plier le linge et que vous y a votre enfant qui vous tire par le bras et vous dit, maman, tu me racontes une histoire, ou papa, tu viens jouer avec moi, ou vous raconter une histoire, peu importe. Là, il y a une chose à faire, c'est le linge, c'est pas grave. C'est pas rangé, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est important ? C'est le lien que vous tissez avec votre enfant. Là, c'est fondamental. C'est pour l'avenir que vous travaillez là. C'est tout ce lien que vous allez tisser qui va faire que si l'enfant se sent écouté, s'il se sent accueilli pour ce qu'il est, le jour où il va vivre quelque chose de difficile, il viendra vous voir, vous les parents. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Et je dis souvent, tu vois, pour moi, le lien, c'est un petit peu comme des mailles d'un tricot. Alors, de temps en temps, on laisse, tu vois, comme les mailles, on les laisse un peu échapper, donc elles prennent de la distance. Et puis, ce qui est important, c'est en étant en lien, en vivant des moments de qualité avec les personnes qui sont autour de soi, là, on vient resserrer le lien. Et c'est en resserrant le lien que, on voit bien que c'est plus solide. On l'imagine très bien que c'est plus solide. Et de ce fait-là, c'est ce qui va permettre de pouvoir aussi accueillir les moments de turbulence et les moments un petit peu plus compliqués. Oui, c'est ça. Et puis, moi, je le vois aussi sous un autre angle. C'est ce que je développe dans mon livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Pour moi, on passe aussi à côté d'évidences. Et les évidences, c'est notamment de prendre soin de soi. Et ça passe par une bonne alimentation, de remettre du mouvement dans sa vie, tu vois, d'aller se promener, je sais pas, dans un parc si on habite en ville, dans une forêt si on a une forêt qui est à côté, de se rapprocher de la nature, pratiquer des exercices de relaxation, je sais pas, genre 10 minutes par jour par exemple. Ce bon sens en réalité humain qu'on a complètement oublié, mais qui fait partie en fait de nous, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de ça pour être bien dans notre tête, pour être bien dans notre corps. Mais une fois de plus, il faut pas se flageller parce qu'on nous l'a pas appris. Ça fait pas partie de notre conditionnement sociétal. Mais si déjà, en fait, tu fais cette base-là, qui nous constitue tous, la bonne alimentation, le sport, le sommeil, etc., déjà, en fait, tu règles une bonne partie de l'équation dans la mesure où tes prises de décision sont plus éclairées, ton regard sur la vie est complètement différent, sur les événements qui se produisent dans ta vie, la perception que tu as de toi, en fait, de ton corps, est complètement aussi différent. Enfin, c'est un impact pour moi qui est colossal sur notre vie personnelle et professionnelle. Et ça, c'est tellement une évidence, en fait, c'est tellement devant nous, tu sais, on réfléchit même plus, on mange et tout, machin, on dort, mais on a oublié, en fait, de reporter notre attention là-dessus pour être déjà tout seul comme ça, et ça demande pas d'argent, ça demande juste du temps et de l'énergie, tu vois, d'être bien, tout simplement comme ça, en faisant attention à ses fondamentaux. Exactement. Ouais, je suis tellement d'accord. Complètement. C'est vraiment hyper important et fondamental d'arriver à prendre, ce temps, et puis ce temps pour soi, pour les autres, c'est juste primordial, quoi. Ouais, et puis
on est dans une société quand même qui nous fait croire que c'est égoïste de penser à soi avant de prendre soin des autres. Il y a un gros point, à mon avis, judéo-chrétien aussi derrière tout ça. C'est peut-être un avis perso, mais je pense qu'il y a eu un vrai poids dans notre société judéo-chrétien qui nous a fait croire en fait que ah non, surtout pas, non, c'est égoïste, c'est pas bien. Il faut d'abord s'occuper des autres, quoi. Mais comment tu veux bien t'occuper des autres si déjà toi tu es incapable de t'occuper de toi-même? C'est pas possible, quoi. Tout à fait. Non, mais c'est certain. Enfin, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Plus je me connais moi-même et plus je connais aussi mes limites. Alors ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est tout ce qui touche à la vulnérabilité. C'est la vulnérabilité pour moi, c'est un des mots les plus importants. S'accepter incomplet, on va dire, s'accepter limité. Pour moi, est une force. Et ça pousse aussi à une forme d'humilité. Et cette humilité, c'est celle qui fait de nous des personnes grandes, dans le sens second du terme, en fait. Parce que c'est ce qui va nous pousser, en se reconnaissant vulnérables, c'est ce qui va nous pousser à aller chercher de l'aide, justement avec des personnes qui ont des compétences qu'on n'a pas forcément. Et du coup, qui va nous permettre de prendre des décisions qui sont les plus éclairées possibles. Et ça, je trouve que c'est très important. Alors c'est vrai que de dire ça dans un monde qui aujourd'hui a beaucoup d'injonctions à la réussite et à la performance, ça paraît un petit peu étonnant. Mais au contraire, moi, je pense que s'accepter vulnérable, c'est être performant. Et plus la personne saura le dire, le vivre, et plus justement elle ira vite et loin, en fin de compte. Ah bah oui, c'est accepter toutes les facettes de qui on est. Ça, c'est sûr. Mais tu vois, moi, je trouve que c'est un long cheminement. Il faut rappeler aussi aux gens que c'est pas comme, je sais pas moi, un Doliprane que tu pourrais prendre et ça passe comme ça, tu vois, en 10 minutes, un quart d'heure. Le cheminement vers soi, apprendre à se connaître, comprendre ses émotions, comprendre ses imperfections, mais aussi toutes ces qualités innées qu'on a, où on nous a pas appris justement à les révéler, ou en tout cas à mettre le doigt dessus. Tout ça, c'est un long cheminement. Il faut être très patient, je trouve, s'apporter beaucoup de douceur et d'amour, et essayer de faire du mieux qu'on peut tous les jours pour tendre vers la meilleure version de nous-mêmes en réalité, quoi. Mais voilà, garder ça à l'esprit, quoi. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça va. Ouais. Un petit truc que j'aime bien, c'est de dire, en fait, je vis toute la journée avec mon meilleur ami. Et mon meilleur ami, c'est moi-même. Yes. Et du coup, ce meilleur ami, comment est-ce que je lui parle? J'en parlais dans un podcast justement il n'y a pas très longtemps, mais si je dis à mon meilleur ami, non mais t'es qu'un con, pardon, t'es vraiment complètement à côté de la plaque, t'y comprends rien, franchement t'arriveras à rien, ce qu'on est capable de se dire à soi-même, soyons très clairs. Et ben si je dis ça à mon meilleur ami, est-ce qu'on va être copains longtemps? Je suis pas sûre. Par contre, qu'est-ce qu'on lui dirait à son meilleur ami? T'inquiète pas, ne fais pas de soucis, raconte-moi, qu'est-ce que tu vis de difficile, comment tu vois les choses, comment est-ce que je pourrais t'aider? Et à soi-même, c'est ce qu'on pourrait dire aussi, exactement, se dire la même chose, se poser ces mêmes questions-là, se les poser à soi-même, mais parce qu'on est notre meilleur ami, mais aussi ça peut être les poser à notre corps. Tu sais, je suis sexologue aussi, et du coup, je suis... beaucoup, bon, je l'utilise dans mes accompagnements, bien sûr, mais aussi, je suis beaucoup intervenue en école pour parler affectivité, sexualité aux jeunes. C'est bien. Et combien il y a des jeunes qui sont abîmés, justement, parce qu'ils prennent pas soin de leur corps. Comme quelque chose de beau, de magnifique, voilà, mais j'en profite comme je profiterais, je sais pas, d'un dernier jeu qu'on m'a offert et je l'utilise jusqu'à plus en pouvoir. Et puis, bon, mais le problème, c'est qu'on va pas le jeter après. Il reste là avec nous. Et du coup, c'est la même chose, avoir cette vision de soi-même, de son corps, de ses émotions comme de ses valeurs, qui font pour moi des êtres d'unité, et que je trouve que cette unité, elle est hyper importante, et c'est important de ne pas se saucissonner, c'est l'expression que j'utilise, où je mets, soit je suis qu'en émotion, donc je ne réfléchis qu'avec mon émotion, ou qu'avec mon corps, donc je ne réponds qu'à mes pulsions, ou alors je ne pense qu'avec ma tête, et je fais ça parce que c'est important pour moi, là ça va m'apporter, là j'avance, je dois devenir ça, et puis en fait j'agis un petit peu comme un robot, et j'oublie de me connecter à ce que je peux vivre, à ce que je peux penser, à ce que j'aime, et du coup je trouve que c'est important qu'il y ait cette unité
Et puis c'est pareil, hein, scientifiquement, ça a été prouvé, les gens qui sont en lien, justement, qui mettent en lien à la fois leur corps, leurs émotions et aussi leurs valeurs, sont des gens qui sont plus heureux que les autres. Bien évidemment, c'est clair. Et pour parler d'études scientifiques aussi, pour ceux qui ne le savaient pas, je ne sais pas si tu es au courant de ça, mais ça y est, maintenant, depuis quelques années, les scientifiques font la relation entre ce qu'on mange et ce qu'on pense. Il y a un vrai lien direct. Et jusqu'à présent, on parlait pas trop de ça. Enfin, en tout cas, les scientifiques ne s'étaient pas intéressés à ça. Et donc voilà, maintenant, pour ceux qui sont un peu cartésiens, c'est validé. Donc d'où l'importance aussi d'être très attentif à notre alimentation. Un peu comme le disait Hippocrate, hein, d'ailleurs, que ton aliment soit ton premier médicament. Ouais, ça, on l'a totalement zappé, en fait, dans notre société, quoi. On consomme des produits qui sont jolis, avec des jolies couleurs. On mange parce que juste on a faim. Mais on a oublié qu'on pouvait consommer une alimentation qui nous apporte de l'énergie, de la vitalité et qui participe à avoir aussi des pensées plus éclairées, plus positives, plus optimistes. Absolument, ça, c'est sûr, bien sûr. Ah ouais, tout est interconnecté, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est ça, tout est interconnecté. C'est un peu comme une galaxie et un univers, tout est interconnecté, quoi. Exactement, tout à fait. Ouais, je trouve que tu parlais tu disais que tu étais sexothérapeute et donc de sexologie ou de sexualité plutôt. Moi aussi, là encore, c'est un sujet qui m'intéresse parce que, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton point de vue. Moi, je sais pas si tu t'intéresses aux énergies, mais pour moi, l'énergie sexuelle avec l'énergie de l'amour, ce sont deux énergies extrêmement puissantes, probablement peut-être les plus puissantes. Et là encore, en fait, on a très peu été éduqués autour de ça. Enfin, la sexualité d'aujourd'hui, pour moi, elle est vraiment hallucinante, hein, de ce qu'on voit dans les séries télé, enfin, c'est assez fou. Moi, je m'intéresse à ça, de manière un peu psychologique, sociologique même. J'ai regardé Sex Education sur Netflix, tu vois? Tu l'as vu aussi? Oui, j'ai vu. Ouais, j'ai vu la première saison. Ouais, je trouve que c'est très révélateur, tu vois, de ce qu'ils disent aux jeunes, en fait, de cette génération qui a 17, 18 ans, des codes, tu vois, de la sexualité, quoi. Et donc, moi, je veux pas faire boomer, hein, mais c'est quand même très loin de comment nous, on pouvait vivre notre sexualité à l'époque sans compter le porno maintenant, aujourd'hui et tout, etc. C'est quoi d'ailleurs, ouais, donc, du coup, ton regard, toi, aujourd'hui, autour de la sexualité, de cette énergie, je trouve, qui est géniale, si on arrive vraiment à bien, j'allais dire la canaliser, je sais pas si c'est le bon terme, mais à la comprendre, à l'accompagner. Et puis, tout ce qui entoure notre société autour de la sexualité, qui en a fait une espèce de grande industrie, quoi, en gros. C'est quoi ta perception de tout ça? Avec le bonheur, hein. Ah oui, bien sûr. Si tu montes sur le sujet, on va passer la nuit parce que c'est vraiment un sujet que j'apprécie, quoi, que j'aime particulièrement. Okay. Par quoi est-ce que je commencerais? D'abord, la pulsion du corps, elle est forte et elle est merveilleuse parce que c'est une pulsion de vie. Il faut quand même pas oublier que, et c'est ce que je disais beaucoup aux jeunes, à votre avis, pourquoi est-ce que vous vivez une puberté? À quoi ça sert la puberté? Alors, ils sont là, on change, ok, mais en fait, l'objectif de la nature, c'est qu'on puisse se reproduire. Donc, il y a cette espèce, c'est une énergie de vie. Maintenant, ce que je pense aussi, alors ça, c'est le corps qui va parler. Après ça, j'ai des émotions qui va être celui du sentiment amoureux. Ce sentiment amoureux, c'est quelque chose qui naît et que je choisis pas quelque part. On ne choisit pas de tomber amoureux. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, rappelons-nous de nos 15 ans où, oh là là, il y en a un qui me sourit dans la classe, pof, j'ai le cœur qui bat, j'en peux plus et je suis amoureuse pour 3 jours globalement. Et puis après ça, 3 jours après, il y en a un autre, oh là là, il a des jolis yeux, pop, c'est parti. Et donc en fait, c'est un âge où en fait on tombe un peu amoureux tout le temps. Et donc c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Et puis après ça, il y a, donc là on est au niveau des émotions, et puis après ça, il y a la troisième pour moi composante qui ensuite nos pensées, nos valeurs, et là, c'est là où est le siège d'aimer. Alors ça peut paraître un peu, il y a certaines personnes qui sont un peu choquées quand je dis ça, mais aimer, ça se choisit. On choisit d'aimer. On choisit d'être fidèle, on choisit de s'engager avec la personne, on choisit de chérir son compagnon, sa compagne. On choisit de faire attention à l'autre. On choisit de le comprendre. On choisit de se connecter à lui ou à elle. Et tout ça, c'est hyper important que tout ça, ça vive ensemble. Et ça, ça c'est une chose pour moi qui est fondamentale. Pour moi, c'est un peu le prérequis, c'est la chose vers laquelle on doit essayer de tendre. Ce qui n'est pas forcément, je ne vais pas dire que ce soit toujours facile, mais sur lesquels on va essayer de tendre. Maintenant, si on parle plus des jeunes,
Alors, bon, la pornographie, on ne va pas y rester 3 heures, mais pour moi, les jeunes aujourd'hui se tirent des balles dans le pied, en fait, avec la pornographie. C'est souvent le premier accès à la sexualité, c'est la pornographie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre sexualité, se construit beaucoup à base d'imaginaire. Et cet imaginaire, je fais souvent la comparaison en disant c'est un peu comme une pochette. En Belgique, quand j'habitais en Belgique, ils appelaient ça une farde. Donc, et cette farde, cette pochette, elle se remplit de toutes les images qu'on a pu avoir autour de soi, autour de l'amour. Ça peut être une séquence de film qu'on a vu qui nous a fait particulièrement vibrer. Ça peut être ses grands-parents qui se tenaient par l'épaule. Ça peut être un couple qui se tient la main dans la rue. Ça peut être des regards qu'on a vus s'échapper entre deux personnes. Ça peut être tout ça. C'est ce qui va remplir notre femme et notre pochette. On en a besoin toute notre vie. C'est là-dedans qu'on va aller puiser notre désir. C'est là-dedans qu'on va aller puiser le plaisir aussi. Et du coup, c'est hyper important. Alors, un jeune qui démarre sa sexualité et qui ne remplit sa pochette que d'images pornographiques, ça pose des petits soucis après. Parce que quand je suis face, alors je parle des garçons qui sont majoritairement impactés, même s'il y a des filles qui commencent un peu à regarder, on a envie de reproduire ce qu'on a vu, mais dans la réalité, ces cours de gymnastique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire. Et puis, les filles sont pas forcément toujours OK non plus. Ouais. Et puis, d'autre part, je trouve que mon sexe, il est bien petit par rapport à ce que je peux voir. Ils ont l'air d'éprouver des émotions et des sensations que je suis loin d'éprouver. Et puis la fille, elle n'a pas du tout la même paire de poitrine non plus. Du coup, en fait, j'enquille les déceptions les unes derrière les autres. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Je retourne regarder mes films, parce qu'au moins dans le film, ça correspond à mon standard. Ouais. Et puis, standard qui augmente de plus en plus en termes de dureté, en fait, pour pouvoir avoir des sensations. Donc, je dirais, et je le dis souvent maintenant aux jeunes que je rencontre, moi, je crois que ma génération, elle a un pardon à donner à cette nouvelle génération de ne pas avoir pu que l'accès à ces images pornographiques n'ait pas été plus compliqué, n'ait pas été plus difficile. Ouais. Contrôler, oui. Contrôler. Qu'elles existent, elles ont toujours existé. De la nuit des temps, les estampes japonaises ne sont rien de plus que la pornographie de l'époque, les livres qui pouvaient exister, ça a toujours existé, donc on n'est pas là pour dire il faut vivre dans un monde sans pornographie, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais simplement que 50% des personnes qui cliquent sur des sites pornographiques sont des personnes qui n'ont jamais eu de relation sexuelle. Là, il y a quelque chose qui me gêne et qui me dérange. Ouais, c'est clair. Et c'est là où j'ai un pardon à cette génération à donner, où en fait ils sont partis s'abîmer dans une vision en fait de ce qui est aimé en tous les cas, qui est très loin d'être la réalité. Alors maintenant que ça dure, ça fait à peu près une quinzaine d'années, maintenant moi je les vois et je les ai en accompagnement. Qu'est-ce qui se passe ? C'est des couples qui ont beaucoup de mal à trouver le plaisir déjà. Ce sont des couples qui sont tentés par à des pratiques qui peuvent être un petit peu en marge de ce qui se fait aujourd'hui. Ce sont des personnes qui peuvent continuer à visionner de la pornographie sans compter de ce que ça peut poser comme problème à l'intérieur d'un couple, parce qu'une femme n'est pas toujours très OK, on peut vivre ça comme une infidélité, ça j'en accompagne nombreux des couples comme ça. Donc en fait, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là dont on a besoin de prendre soin, en fait, en tous les cas pour les plus jeunes générations qui arrivent aujourd'hui. J'espère que c'est des choses que j'aime pas trop dire, mais que nos pouvoirs publics vont prendre la mesure pour. Je sais qu'ils y travaillent. Je sais qu'il y a des choses qui sont demandées pour que l'accès soit moins facile, mais pour protéger les générations qui vont arriver de toutes ces images-là. Oui, je pense qu'on y arrivera. On y arrivera. C'est une question de temps, ouais. Et donc, du coup, le fond de ma question, c'était le point de liaison entre la sexualité et le bonheur. Est-ce que tu vois une connexion ? Inévitablement, oui. Alors, bon, la sexualité, je le prends dans un sens très large. Pour moi, il y a la génitalité qui va être tout ce qui va toucher
de l'ordre de la relation sexuelle. Dans la sexualité, pour moi, elle est beaucoup plus large que ça. Ben oui. Il y a toute la part de la tendresse qui vient jouer là-dedans. Évidemment qu'il y a un lien avec le bonheur. Faire l'amour, avoir la jouissance va développer une quantité d'hormones juste dingue. Déjà, de l'hormone de l'attachement qui est juste incroyable. Se faire des caresses, on sait que 20 secondes de hug suffisent pour hop là, déclencher un petit dop de bien-être. Donc, bien sûr qu'il y a un lien à tout ce qui touche affectivité, sexualité avec le bonheur. Et d'ailleurs, le toucher est le premier sens que l'on a in utero, et c'est le dernier sens qu'on perd. C'est pas pour rien. Combien est-ce qu'auprès d'une personne mourante, la caresse, c'est quelque chose qui reste juste incroyable, qui reste quelque part le dernier lien. Et le premier lien qu'on a avec son nourrisson quand il arrive, qu'est-ce que c'est ? C'est le prendre dans les bras. Bien sûr. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de voilà, affectivité, sexualité dans quelque chose de beaucoup plus large que simplement la pure génitalité. Oui, d'ailleurs, j'ai remarqué aussi avec les années, parce que quand tu parles de hug, ça me fait penser aussi au toucher. Il y a des gens qui sont pas forcément tactiles. Et tu le sens, en fait. C'est si par exemple, tu as envie de les prendre comme ça, de leur faire un hug, tu sais qu'ils sont pas à l'aise, quoi. Ils sont bon, évidemment, il y a des choses psychologiques à aller chercher derrière tout ça. Mais il y avait une étude qui a été menée, je trouvais assez intéressante. D'ailleurs, des fois, ça fait longtemps là que je le vois plus dans Montpellier, mais parfois, tu sais, il y a des gens qui se mettent dans la rue, ils ont une petite pancarte, tu vois, free hug. Oui. Et ça, j'aime beaucoup cette idée. Tout à fait. Non, je trouve que c'est merveilleux. Et puis alors, c'est vrai, bien sûr, il y a des personnes qui sont aussi plus pudiques que d'autres. Je dirais, c'est ni bien ni mal, simplement différent. Et que ces personnes-là, toucher une main, ça sera aussi important que d'aller s'enlacer pendant 10 minutes. D'ailleurs, on le voit bien dans les familles. Il y a des enfants qui sont plus tactiles que d'autres. Il y a des familles plus tactiles que d'autres. Je dis beaucoup, je fais pas mal de conférences pour les parents pour justement les éveiller. Donc, comment parler affectivité, sexualité à leurs enfants. Et c'est ce que je leur dis, la caresse est quelque chose d'hyper important. C'est développer auprès de son enfant sa carte du tendre. Un enfant qui aura été caressé, où il y aura eu cette part d'affectivité très forte, est un adulte, d'abord qu'on aura aussi besoin, mais qui sera capable d'en donner aussi. Et ça, c'est véritablement important. C'est des choses à développer dès tout petit. C'est profondément important. Oui, c'est clair. Quand tu parles de caresser, peut-être qu'il serait bien de mettre une autre définition, un synonyme derrière, parce que peut-être qu'il y a des gens qui peuvent mal l'interpréter. Je suis d'accord avec toi, j'y pensais. Bien sûr, de caresses hors de caresses sexuelles, évidemment. Donc la tendresse, de la tendresse, voilà, dans le sens donner de la tendresse, voilà, dans ce sens-là que je veux dire caresser, évidemment. Ouais. Ça passe très vite, là, on arrive bientôt à 1 heure. Comment on fait pour te contacter, Raphaël? Les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi, c'est simple? C'est hyper simple. Raphaël de Foucault sur LinkedIn, 2 minutes de bonheur sur tous les réseaux sociaux. Donc ça, c'est facile. Mon adresse mail, c'est raphaël@2minutesdebonheur.com. Donc c'est extrêmement facile et au contraire, je suis toujours ravie de pouvoir partager, échanger avec les uns les autres. Trouver nos jeux, c'est sur notre site 2 minutes de bonheur, sur Amazon et dans les librairies, tout comme nos coffrets. Donc tout ça, c'est véritablement très facile et je suis toujours contente de pouvoir être en lien avec les personnes qui nous écoutent ou qui jouent avec nos jeux. Puis le podcast Bulle de bonheur, c'est une petite pastille orange et qu'on trouve sur toutes les plateformes de podcast. C'est toi qui réponds, par exemple, imaginons je te contacte sur Instagram, c'est toi qui vas répondre? Pas toujours, mais très souvent, en fait, quand c'est Bonjour Raphaël, notre community manager, elle me l'envoie et c'est moi qui réponds. D'accord, ok. Donc si je comprends bien, un message pour toi. Mais je trouve que c'est hyper important. Ça me fait penser à une petite anecdote que j'ai racontée dans un podcast. J'étais à Salon à Cannes et il y a une personne qui est arrivée sur le stand qui me dit « Oh, non, mais c'est Bulle de bonheur. Non, mais j'aime tellement ce podcast Bulle de bonheur, mais c'est génial. Non, Raphaël, elle est là. Alors, j'étais partie, je sais pas où. Et en fait, elle était complètement fan de pouvoir me rencontrer. Malheureusement, je l'ai pas vue. Alors, je lui ai dit dans un podcast, après, je dis « Mais je pense que vous allez vous reconnaître, mais écrivez-moi. Je serais trop contente. » Et ça me fait vraiment plaisir d'être en lien, de pouvoir discuter, partager, échanger. C'est trop sympa.
Bah oui. Ça veut dire qu'on peut te retrouver sur des salons, si je comprends bien. Tu fais des salons, c'est ça? Ouais. Exactement. Donc là, je vais être au mois de novembre à un salon Porte de Versailles, qui est le salon Silver Expo. Donc en fait, où je travaille avec donc ce jeu violet dont on a parlé là tout à fait au début de notre interview, pour en parler à toutes les personnes qui s'occupent de seniors, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font avec ce jeu. Donc ça, c'est sympa. Je suis aussi au salon du mariage Porte de Versailles au mois de janvier. Et du coup, c'est pareil. Donc je suis là et en fait, je joue avec les personnes qui passent et je trouve ça juste passionnant parce que d'abord, avoir un stand qui s'appelle 2 minutes de bonheur, tout le monde se jette dessus en disant non mais vous proposez quoi pour avoir 2 minutes de bonheur? J'ai d'abord tiré une carte, jouer et vous allez voir. Et effectivement, tout le monde est bluffé parce que bon, on a toujours le sourire sur notre stand, donc c'est sympa. D'accord, ok. Eh ben super. Eh ben écoute, merci beaucoup Raphaël pour cet échange. Merci Julien. Passionnant tous ces échanges, ces discussions. Yes, mais je sens qu'on pourrait encore papoter pendant un petit moment tellement le sujet est vaste. Je te souhaite plein de bonnes choses, une belle route d'ici là. Et ouais, puis, toi aussi Julien. Merci. Et puis bravo pour tout ce que tu fais. Merci. Je trouve que l'univers et la galaxie ont plein de choses à s'apporter et de complémentaires, donc je trouve ça juste passionnant. Carrément. Tout de bon pour toi, passe une belle soirée. Merci. Merci, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.